Bonjour tout le monde. Ceux qui écoutent le podcast là, sur YouTube, les plateformes de streaming, là, abonnez-vous à la chaîne. C'est important, là. Cette semaine, j'ai envie de vous parler d'un livre que j'ai lu il y a, je dirais peut-être 4-5 ans. J'en avais entendu parler par, je me souviens plus exactement comment, mais c'est parce que je m'intéressais à ce moment-là au thème de la propagande dans les régimes nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. J'essaie de comprendre un peu comment ça marchait. Puis à un moment donné, il était toujours question d'une référence qui revenait tout le temps. Puis là, j'ai dit, mané, j'ai pas le choix, il va falloir que j'aille voir c'est quoi. Puis la référence, dans le fond, c'est Joseph Goebbels, lui c'était un peu le premier ministre, c'est pas le premier ministre, mais c'était un peu le ministre de la propagande sous Hitler. Et puis lui, on dit tout le temps qu'une de ses références, une de ses influences, c'est Edward Bernays. Donc, Edward Bernays, prononçons-le comme ça va être moins compliqué, lui, il a écrit un petit bouquin dans les années 20. En fait, il a écrit plusieurs choses, mais son livre le plus connu, c'est un livre qui s'appelle Propaganda. Donc, il a écrit ça en 1928. Donc, on est quelques années avec les nazis prennent le pouvoir. Donc, les nazis prennent le pouvoir en 1933. Et lui, c'était un Allemand, en fait, un Autrichien, qui a émigré aux États-Unis, je crois, parce qu'il y a des d'ascendance juive. Donc, il essaie de se sauver un peu de comment ça se passait en Europe ou de ce qu'il voyait venir en Europe à ce moment-là. Puis lui, il est émigré aux États-Unis, puis il a écrit un petit livre en 1928, parmi toutes les affaires qu'il a écrit, il s'appelle Propaganda, qui est sous-titré « Comment manipuler l'opinion en démocratie ». Donc, ça, évidemment, vous me connaissez, ça a touché mon intérêt à ce moment-là. Donc, c'est un petit bouquin qui fait 11 chapitres et peut-être 130 pages. Et puis, fait intéressant, ça a été préfacé par Normand Baillargeon. Donc, Normand Baillargeon, c'est qui? C'est une espèce d'anarchiste, prof de philo au Québec. Et puis, qui est pas inintéressant. Il a écrit une espèce de petit bouquin qui s'appelle Cours d'autodéfense intellectuelle, là, qui est intéressant. Mais c'est sûr qu'il faut garder en tête que Baillargeon, il est très campé idéologiquement. Là. C'est un gars qui doit faire des soupers avec Amir Kadir une fois de temps en temps. Donc, ce livre-là qui est très intéressant, en fait, je vous avais déjà, ceux qui sont très très attentifs aux petits détails, j'avais déjà donné un teaser comme de quoi je parlerais de ce livre-là dans l'espèce d'épisode hors série que j'avais fait avec Victor la première fois que je l'ai invité dans le podcast où on parlait de musique, on parlait un peu de sa vie, puis on parlait de toutes sortes d'affaires. J'ai dit à un moment donné, un livre qui m'a marqué, c'est le livre de Noam Chomsky, Propagande, médias et démocratie. Et puis j'avais dit à ce moment-là que ce livre-là est un genre de ressucé d'un vieux livre. Ce qui est vrai, hein, ce livre-là, c'est le livre de Bernays. Donc Bernays, mettons que je le passe, c'est toujours important de présenter un auteur avant d'en parler plus en profondeur. Donc c'est qui lui, Edward Bernays? C'est un gars qui est né à Vienne, en Autriche, le 22 novembre 1891. Et il est mort à Cambridge, au Massachusetts, dans le fond, presque dans le campus de l'université Harvard, le 9 mars 1995. Donc, ceux qui savent compter, il était très vieux. Là. Puis, si vous fouillez sur YouTube, vous pouvez trouver des vidéos de lui. Le bonhomme, il a l'air d'une vieille biscotte. Là. Ben écoute, c'est pas compliqué, il est mort à 103 ans. Là. Donc, c'était pas une jeunesse. Et lui, il est connu pourquoi? C'est qu'il était un publicitaire américain, puis il est considéré, comme le titre du livre l'indique, comme le père de la propagande. Ou en tout cas, c'est pas lui qui a inventé la propagande, mais c'est lui qui a inventé la théorisation de tout ça, puis c'est lui qui a popularisé l'usage du mot, puis qui a influencé un peu tout le monde, qui a essayé de s'emparer de tout ça par la suite. Donc, si on parle un peu de sa vie, lui, en fait, il vient d'une famille assez célèbre. Hein? Edward Bernays, c'est le neveu de Sigmund Freud. Donc, Sigmund Freud, dont je vais parler un petit peu tout à l'heure, c'est qui? Pour ceux qui le connaissent pas, évidemment, tout le monde a déjà entendu « Ah, Freud, ouais. » Ben, c'est ça. Ben, Freud, c'est un gars, 1856-1939, donc c'est le père de la psychanalyse. Donc là, il y a tout un débat, là. Est-ce que c'est vraiment lui qui a inventé la psychanalyse? À un moment donné, il écrivait ça psychoanalyse, d'autres disaient que c'était l'analyse ou la psychologie analytique. Donc là, c'est tout un débat qui peut éventuellement ne pas en finir. Est-ce qu'il a piqué certaines de ses affaires chez Nietzsche? Qu'est-ce qu'il a fait exactement? Donc ça devient
ça devient un peu un débat sans fin, puis ce sera pas aujourd'hui que je vais embarquer là-dedans, mais contentons-nous de la version officielle. Donc, c'est Sigmund Freud, le père de la psychanalyse, donc qui est un autre Allemand assez connu de l'époque, qui va fuir aux États-Unis d'ailleurs parce que le Troisième Reich considère la psychanalyse comme une genre de charlatanerie juive, puis donc ils vont essayer de l'ostraciser, puis lui, ben, sachant que voyant que ça s'en vient, il va immigrer aux États-Unis. Ce qui est très drôle d'ailleurs, tout le monde se sauve aux États-Unis, parce que ça a l'air d'être qu'à cette époque-là, c'est un peu la seule terre de liberté, malgré ce qu'on peut en dire, puis que d'autres personnes, quand ils entendent liberté, ils aiment ça dire liberté, là, pour ridiculiser ça. Mais les régimes que vous idolâtrez, il n'y a personne qui vous laisse sauver là-bas, pendant que les nazis... pendant qu'il y a personne qui est parti de l'Allemagne pour aller se sauver en URSS. Là. C'est plate, hein, mais c'est ça. Donc, il est parent avec Sigmund Freud, mais c'est ça qui est drôle par les deux côtés de la famille. Donc, son père, Eli Bernays, lui, c'est le frère de Martha Bernays, qui est la femme de Freud. Et sa mère, Anna Freud, est une des sœurs de Freud. Donc, c'est, dans le fond, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui dans la famille, il y avait des frérots, là, c'est-à-dire quand vous êtes parents, vous êtes cousins, mais par les deux bords de famille ensemble. Il est aussi marié, ça c'est très drôle quand vous allez apprendre un peu plus sur le bonhomme, il a été marié avec l'activiste et féministe américaine Doris Fleischman, donc avec qui il va avoir d'ailleurs 2 filles, Doris et Anne Bernays. C'est aussi ça je savais pas ce fait-là, j'ai découvert en fouillant un peu pour vous, c'est le grand-oncle du côté du père de Mark Randolph. Mark Randolph, c'est qui? C'est peut-être que le nom vous dit quelque chose. C'est le cofondateur et premier PDG de Netflix. Donc, le monde est petit. Hein? Dans les grandes familles, il se brasse pas mal d'affaires. Donc, lui, qu'est-ce qu'il va faire dans sa vie? Il va toucher un peu à tout, le marketing, la publicité, le journalisme, mais aussi la politique. Donc, il va... l'espèce de côté un peu propagande, lui, il va amener ça évidemment, mais c'est un peu la place de prédilection pour ça, il va amener ça dans la politique, puis il va entre autres travailler avec le président Woodrow Wilson pendant la guerre de 14-18 pour améliorer son image. Également, il va jouer un rôle un peu plus tard dans la politique américaine, dans le renversement du président Jacobo Guzman. Donc, Jacobo Guzman, c'est qui? C'était le président, à la base, c'est un gars qui est né au Mexique, mais il est devenu, dans les années 50, le président du Guatemala. Et ça, c'est raconté, entre autres, par Baillargeon puis d'autres, mais si vous fouillez, vous allez voir que la vérité est pas tout à fait toujours celle qu'on pense. Donc, selon les gauchistes, donc selon les gens de gauche, il va dire, bon, ben, Bernays, en fait, il a fait une campagne de publicité via son agence qui s'appelait, je pense, Middle America, pour dépeindre auprès de la population des États-Unis, d'un peu partout dans le monde, ils vont dépeindre Guzman comme un communiste. Là, je dis OK, puis là, c'est dans le but de le renverser, parce qu'effectivement, Guzman il était renversé par la CIA, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais il y a eu un genre de coup d'État contre lui, je crois, en 1954. Sauf que si vous faites vos recherches, vous allez vous apercevoir que c'était pas mal vraiment un communiste, là, Guzman, parce que lui, il va effectuer toutes sortes de patentes, dont des réformes agraires qui vont être faites de concert avec le Parti communiste, donc officiellement, il n'est pas encarté communiste, mais ça, on va être poli, on va dire que c'est un socialiste, et il va mener une espèce de réforme agraire, comme il y a eu en URSS, qui va mener à des milliers d'expropriations. Bref, c'est une histoire de guerre froide. On est dans les années 50, il faut se rappeler le contexte. Les États-Unis sont en guerre larvée contre les communistes de l'URSS. Il y a les tensions avec Cuba, avec la Chine, avec un peu partout. Donc, c'est une période qui brasse énormément. Et puis, tout ça s'inscrit dans ce contexte-là particulier. En juin 1919, il va créer une agence de relations publiques à New York. Et c'est là qu'il va se rendre compte que le terme propagande a une connotation péjorative. Et il va dire, bon, il faut que je trouve un autre mot, parce que là... ça a pas de sens, il faut que je trouve un autre mot. Et puis j'ai retrouvé un audio de lui qui date des années, je pense, 80, quelques années avant sa mort, où il explique c'est quoi la différence entre les deux mots qu'il va utiliser. Je nous laisse écouter ça. When I came back to the United States, I decided
that if you could use propaganda for war, you could certainly use it for peace. And propaganda got to be a bad word because of the Germans using it. So what I did was to try to find some other words. So we found the word Council on Public Relations. Donc, Bernays va se dire conseiller en relations publiques. Donc, c'est une expression dont il va dire qu'il est le père. Hein, c'est lui qui aurait inventé cette expression-là, les relations publiques. Donc, lui, il va dire, c'est ça la différence entre la propagande et la relation publique, c'est que c'est une version l'un est une version polie de l'autre. C'est qu'il va dire la propagande, c'est ben trop un mot qui sonne négatif, surtout, et après, il y a un recul, quand il fait cette vidéo-là, il y a un recul avec le passé. Il va dire, ben là, si on regarde un peu ce qu'en ont fait les nazis, les communistes, faut pas utiliser ce mot-là parce que ça a une connotation ben trop péjorative. Fait qu'on va utiliser ça, on va appeler ça les relations publiques. Et on a une anecdote intéressante sur un peu à quoi consistait son travail. Donc ça, c'est raconté dans le livre comme tel, mais c'est raconté, vous pouvez trouver ça sur Internet. Puis il y a d'ailleurs un documentaire, je crois, là-dessus. Si vous cherchez Édouard Bernays, vous allez voir des extraits de ça. D'ailleurs, je vais en mettre un extrait dans pas long. Vous allez pouvoir entendre un petit peu de quoi il s'agissait. Je vous le résume un peu avant, puis après ça, on va écouter l'audio. Donc, c'est dans les années 20. OK, les fumoirs, donc les places où les gens fumaient, même les commerces, toutes ces affaires-là, étaient réservées aux hommes. Donc, les femmes n'allaient pas là. Et Bernays, lui, s'est dit, bon, ben, lui, il est engagé par des compagnies, puis il était sous-traitant pour commencer à faire ce qu'aujourd'hui on appellerait du marketing, mais c'est des genres de relations publiques un peu de manière rudimentaire. Lui, ben, c'est ça, à un moment donné, il va travailler pour une cigarettière, puis là, il va dire, ben, le seul moyen d'augmenter nos ventes dans le contexte actuel, vu le pouvoir d'achat des gens, puis vu toutes sortes de contextes, puis toutes sortes de réglementations, c'est qu'il faut faire transgresser l'interdit. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut rendre la cigarette accessible aux femmes. Donc, le 1er avril 1929, sur la 5e avenue, à la demande d'une compagnie de tabac qu'on va nommer dans la vidéo, mais que je me souviens plus comment elle s'appelle, on va dire qu'il cherche à faire tomber le tabou de la consommation du tabac par les femmes. Et là, il va utiliser toutes sortes de patentes, des visuels, du défilé médiatisé de femmes qui vont fumer. Puis dans le fond, ils font marcher des femmes qui fument. Puis là, ils vont dire, ben là, en faisant ça, ils affirment leur indépendance, leur émancipation par l'acte de fumer. Et ils vont appeler les cigarettes là-dedans les torches de la liberté. Moi, j'ai trouvé ça génial. En même temps, c'était une bonne façon aussi de montrer que les mouvements d'émancipation des femmes à cette époque-là, puis c'est très bien là, que ça a existé, mais ont été largement instrumentalisés pour des raisons commerciales. Il y a des gens là-dedans qui ont vu ça, mais ont fait « Ah ouais, c'est vrai que c'est pas mauvais ça. On va pouvoir aller chercher une clientèle là-bas qu'on n'avait pas avant, puis on va pouvoir ouais, garde bien ce qu'on va faire avec ça. » Donc, on écoute le petit audio extrait du documentaire sur Bernays et sur le propaganda qui nous explique un peu qu'est-ce qui s'est passé. And Bernays' clients were companies rather than individuals. For example, one of his early cases involved Lucky Strike cigarettes in the 1920s. The American Tobacco Company asked him to expand sales. Women would be an ideal market, but there were problems. First, women didn't care for the green packaging of Lucky Strikes, and the manufacturer concluded that changing the color was too expensive. Second, it was taboo for women to smoke in public. Bernays took a unique approach to these obstacles. First, he recommended that if the packs must stay green, they should make green the premier color of the fashion season. During his Green Ball campaign, Bernays convinced French designers to incorporate green into their latest fashion lines, and not just any green, but the specific dark green shade of Lucky Strike packaging. He also engineered a green gala at the Waldorf Astoria, featuring some of society's most prominent tastemakers. To address the problem of smoking in public, he linked Lucky Strike cigarettes to the women's liberation movement, arranging for young women to march down Fifth Avenue, smoking and calling the cigarettes torches of freedom. Instead of appearing to sell cigarettes, this seemingly spontaneous march appeared to be a part of the struggle for gender equality.
Ce qui est très drôle en plus, c'est que dans les années 60, il va faire complètement l'inverse. Hein. Donc, si vous cherchez pour lui, vous allez vous rendre compte que dans les années 60-70, il va faire il va être engagé. En fait, il fait le contraire. C'est-à-dire que lui, il va où l'argent est. Hein. En réalité, c'est un peu ça. C'est une compagnie de relations publiques. Donc, il fait ce qu'on va lui demander de faire. Là, il va travailler pour faire des campagnes de publicité anti-tabac. Petit crosseur. C'est très drôle. C'est un peu ça, hein, le concept aussi de la propagande des relations publiques, c'est que, regarde, on fait ce qu'on est payé pour faire, puis le reste, on s'en fout un peu. Donc, ceux qui s'intéressent un peu plus à la vie d'Edouard Bernays, qu'est-ce qu'il a fait, vous avez le documentaire et vous avez aussi un article du New York Times du 10 mars 95, hein, qui était pour souligner la mort de Bernays. Et donc, l'article s'appelle « Fathers of Public Relations and Leader in Opinion Making Die at... qui dans le fond, il vient de mourir. Donc, je mettrai ça dans les liens dans la description du podcast. Vous pourrez retourner voir ça, ceux qui s'intéressent, d'aller un peu plus loin là-dessus. Au niveau de la théorie comme telle, donc c'est quoi un peu, là, parce que là on parle un peu de tout ce qui est autour de tout ça, mais qu'est-ce qu'il faisait ce gars-là? Pourquoi il était meilleur que les autres? Pourquoi il a réussi à convaincre? Pourquoi il y a des politiciens qui voulaient faire affaire avec lui? Ben c'est qu'en gros, c'est pas pour rien qu'il est le neveu de Sigmund Freud, c'est que il a été un des premiers à utiliser la psychologie de l'inconscient pour persuader l'opinion publique ou influencer l'opinion publique. Donc, dans cette perspective-là, le langage, hein, l'utilisation du langage pour contrôler l'opinion est très, très, très importante. Et là-dessus, on écoute un dernier petit extrait de Bernays qui parle de l'utilisation du langage. On écoute. Hi, Doctor. Good to see you. Come on up over here. There you go. Doctor, tell me again what the doctor is. What are we dealing with here? You're the father of public relations. What we're dealing with really is the concept that people will believe me more if you call me doctor. Oh, I see. Donc, ce petit extrait-là qui date, je pense, c'est dans un... il était invité sur Letterman. Je sais pas ce qu'il foutait là, mais c'est dans les années 80, je pense en 1984, un enfant de même, il était à Letterman. Et puis là, il dit, le Letterman, comme vous l'avez entendu, il demande, il dit, oui, mais pourquoi tout le monde vous appelle docteur? Il dit, bah, c'est un truc que j'ai trouvé. Quand on se fait appeler docteur, les gens ont plus tendance à nous croire. Et puis ça, si vous vérifiez, là, les gens savent... Les gens qui sont un peu malins savent que dans l'opinion publique ou dans la croyance populaire, docteur désigne médecin. Comme un peu quand on dit maître, on pense à avocat. Bon ben, si vous êtes, mettons, on va dire docteur, je sais pas moi, n'importe quoi, là, vous êtes docteur, vous avez fait un doctorat en sociologie, mais si on dit juste que vous êtes un sociologue, les gens vont dire « Ah ouais, ok, c'est un sociologue, blablabla. » Mais si on vous présente sur un plateau de télé, puis on dit, mettons, « Docteur Larouche », puis là, on précise en bas là, que c'est docteur en sociologie, tu sais, que vous avez fait de la sociologie, mais Docteur Larouche, ben, les gens vont avoir tendance à le croire parce que c'est écrit docteur avant. Donc, comme les docteurs sont des gens dignes de confiance et qui détiennent une certaine autorité morale, ben... on a plus tendance à les croire. Donc pour lui, une des idées fortes de sa théorie, c'est que une foule ne peut pas être considérée comme pensante. Donc la population comme telle ne pense pas. Elle n'a pas vraiment de réflexion rationnelle par rapport à ça. Il va dire seul le ça s'exprime, c'est-à-dire les pulsions inconscientes. Donc là, ça va me permettre de parler de Freud un peu. Donc je m'excuse, ça va être un petit peu plus lourd ce passage-là, mais c'est important. Pour les gens qui connaissent pas Freud, c'est important si vous n'avez pas besoin de tout comprendre, la psychanalyse, c'est quoi, mais vous avez juste besoin de comprendre ça. Donc, Freud, quand il a développé sa théorie psychanalytique, lui disait, on pense que l'esprit humain, bon, ok, c'est quelqu'un qui réfléchit, puis qu'il pense à toutes sortes d'affaires, puis que là, ben, il peut être influencé d'une manière ou d'une autre. Mais il dit, l'esprit humain, en fait, fonctionne à partir de on pourrait distinguer 3 dimensions distinctes de l'esprit humain. Donc, il va appeler ça le ça, le moi, le surmoi. Donc, ok, dans d'autres livres, ça va s'appeler autrement, puis il y a toutes sortes de patentes, là, mais disons que ce qu'on retient, c'est ça. Donc, le ça, c'est quoi?
donc ça, CA, CCDA, ça symbolise les pulsions. Donc c'est l'inconscient. Vous avez tous déjà entendu parler de ça. Freud découvre l'inconscient, blablabla. Donc exactement, c'est que ça représente le ça, c'est le mot qui représente l'inconscient. Donc ce qui est refoulé, ce que vous n'avez pas dans votre conscience. C'est en dedans de vous, mais vous n'en êtes pas conscient. Donc, dans un cadre politique, par exemple, ça pourrait désigner le fait de voter pour un candidat parce qu'il nous rappelle inconsciemment quelqu'un qu'on aime. Donc, par exemple, je sais pas, dans votre tête, consciemment, vous pensez que vous allez voter pour telle personne parce que vous aimez ses idées, mais en réalité, la pulsion inconsciente qui vous fait aller vers ce choix-là, c'est qu'il vous met en confiance, il vous rappelle quelqu'un que vous aimez. Tu sais, toute l'affaire dans les relations publiques de montrer le candidat comme un père de famille, quelqu'un de réconfortant, quelqu'un qui, tu sais, l'image un peu de l'ours polaire, là, Philippe Couillard, tu sais, le monsieur posé avec une barbe blanche, il a l'air un peu d'un bon père de famille, d'un bon grand-père. Bon, ben c'est ça. Là, on joue sur les pulsions inconscientes des gens parce que ça les ramène en zone sécuritaire. Donc, puis là, ça peut varier d'un individu à l'autre, mais grosso modo, le ça, c'est ça. Donc, ça, c'est ça. Ça symbolise les pulsions, donc l'inconscient. Donc, retenez ça, le ça, c'est l'inconscient. Le moi, c'est le conscient. Donc, ça symbolise la conscience de tous les jours. C'est celle dont vous pensez, OK, en ce moment, je suis conscient, je pense à soir, je vais écouter une game de hockey, blablabla. Donc ça, c'est le conscient. C'est le lieu de la liberté. Donc, le fait, mettons qu'on prend un exemple super simple, le fait de prendre de l'alcool, par exemple, le fait de se saouler. Bon, ben, dans le moi, dans votre conscience, dirait Freud, bon, ben, ça, vous l'avez choisi de le faire. Vous aviez envie de le faire. Vous avez dit, ah, soir, je vais prendre un coup, ça va être le fun. Mais à l'inverse, dans le ça dont on parlait juste avant, dans l'inconscient, le motif pourrait être, par exemple, le fait de vouloir endormir une douleur. Donc, vous pensez que vous vous saoulez parce que vous avez envie de le faire, mais votre inconscient, lui, vous pousse à faire ça pour endormir une espèce d'émotion négative ou une mauvaise expérience ou une douleur refoulée qui a rapport avec l'enfance, etc., etc. Donc ça, c'est pas moi qui dis ça. Je vous dis pas que c'est vrai ce que je suis en train de raconter. C'est juste l'explication de la psychologie de Freud. Et donc, ça nous amène au dernier élément, le surmoi. Donc, le surmoi, c'est quoi? Lui, c'est quelque chose d'un peu plus facile à comprendre. Ça symbolise la morale. Donc, tu sais, quand on dit dans votre tête, vous avez l'ange et le petit diable, moi, c'est une façon un peu enfantine d'imaginer ça. Donc, le surmoi, ça symbolise l'interdit. Donc, c'est un peu, Freud va dire, c'est le siège des mécanismes de renoncement aux pulsions. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, mettons que si vous le symbolisez, chez un enfant, le surmoi, ça pourrait être l'image du parent. Donc, quand l'enfant il a envie de faire quelque chose, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Il se dit « Ah non, c'est vrai. Ouais, la dernière fois que j'ai fait ça, mon père il m'a envoyé en punition, donc je le ferai pas. » Donc, c'est une disposition mentale, c'est un conditionnement qui fait que vous avez tendance à ne pas faire certaines actions ou à faire certaines actions parce qu'il y a une petite voix dans votre tête qui vous dit de le faire ou de ne pas le faire. Donc, chez l'adulte, par exemple, ça pourrait être plutôt la société ou encore la religion. Si on reprend encore l'exemple de la bière, bon, ben là, quand de la brosse, mais quand vous pensiez à ça, vous dites, ah là, c'est vrai, je vais me saouler, on se rappelle, donc la pulsion vient dans le ça pour essayer d'endormir une espèce de douleur ou une expérience négative. Dans le moi, vous vous dites consciemment, ah ok, ouais, un soir, je vais en prendre une, je vais inviter du monde, je vais me saouler. Mais dans le surmoi, ça serait la petite voix qui vous dirait, ouais, mais si tu fais ça, je pense que ta blonde ne sera pas contente. Ou ton père va être déçu de toi, ou ta mère elle va chialer, etc., etc. Donc, c'est ça le mécanisme du ça et du moi et du surmoi. Donc, Bernays, lui, va partir de ça. Donc, ça y a probablement été enseigné ou il a lu son oncle là-dessus. Et lui, il va dire, bon, ben, sachant que l'opinion publique est irrationnelle, c'est toujours une minorité intelligente qui va avoir le pouvoir démocratique, puis la masse va être modelée pour l'accepter. Donc là, je vais vous lire un petit bout du livre, parce que ça, écoutez, c'est trop bon. Ça nous montre exactement quelle opinion les gens de l'élite d'une certaine époque, et même encore de l'époque d'aujourd'hui, ont du peuple. Écoutez ça, je vous lis juste un petit bout de la page. C'est la page 71 de l'édition qui est je vais vous mettre la référence dans la description du podcast, qui est à l'édition Luxe.
Donc, il va dire les sociologues sérieux ne croient plus cependant que la voix du peuple exprime une volonté divine ou une idée remarquable de sagesse et d'élévation. La voix du peuple n'est que l'expression de l'esprit populaire, lui-même forgé pour le peuple par les leaders qui en a confiance, en qui la confiance est par ceux qui savent manipuler l'opinion publique. Héritage de préjugés, de symboles et de clichés, à quoi s'ajoutent quelques formules instillées par les leaders. Heureusement, là c'est important ce bout-là, heureusement, la propagande offre aux politiciens habiles et sincères un instrument de choix pour modeler et façonner la volonté du peuple. Donc on est vraiment là-dedans. Là. C'est le peuple, c'est des... Finalement, l'opinion publique, c'est un peu une patente ramassée, plein de préjugés, plein de monde un peu mongol qui comprennent rien. Et le rôle des leaders en politique, c'est d'éduquer la population et surtout d'influencer, de manipuler leur opinion. Donc le leader, lui, le but, c'est quoi? C'est de comprendre comment marche l'esprit populaire, de comprendre c'est quoi les besoins, les goûts... c'est quoi les besoins, les goûts, les tendances, les volontés populaires, et puis c'est de les utiliser pour les manipuler.